Monsieur Olivier de Margerie, président de l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Pour France Asso Santé, Madame Stéphanie Pierre, chargée de mission santé publique et fin de vie. Madame Valérie Goutine, présidente de l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, ARSLA. Pour le collectif handicap, Madame Marie-Christine Tesna, présidente du groupe Polyhandicap France, et Madame Axel Rousseau, coordinatrice. Et je vais d'abord donner la parole à chacun d'entre vous, à chacune des associations pour environ 5 minutes, 5-6 minutes, afin de laisser le plus de place possible aux échanges avec les collègues. En effet, les rapporteurs des 2 propositions de loi puis les autres députés souhaitent vous interroger et vous pourrez bien sûr ensuite leur répondre. Donc je vous invite à prendre la parole et peut-être commencer par l'association, je reprends l'ordre, l'association Être là, Monsieur Clarion de Beauval. Oui, bonjour. Je voulais d'abord remercier tous les membres de la commission de nous avoir invités à nous exprimer. Donc on doit s'exprimer, on veut s'exprimer sur les deux lois, les 2 anciens titres. Je vous avoue que sur la loi de fin de vie, on a moins travaillé que sur la loi concernant les soins palliatifs, puisque notre objectif principal, c'est les soins palliatifs. Ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est qu'on a une situation un peu similaire aujourd'hui avec le début des soins palliatifs dans les années 80. Dans les années 80, il n'y avait rien, et donc c'est une équipe médicale et de bénévoles qui ont mis en exergue cette discipline. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'on a une volonté, si on en juge la stratégie décennale, qui est très volontariste. On a une situation où on a un désir très fort d'améliorer l'accompagnement soins palliatifs, tant sur le plan soignant que sur le plan bénévole. Et donc je crois que ce qu'il faudrait peut-être, c'est bien comprendre que les bénévoles d'accompagnement soins palliatifs ce ne sont pas des extraterrestres, mais ce sont des bénévoles qui ont été formés selon le Code de santé publique aux soins palliatifs. Donc c'est vraiment important. Et pardonnez-moi pour mon ton de voix. Et à un moment où on a des difficultés tant sur le recrutement du personnel soignant que des installations d'unités de soins palliatifs ou d'équipes mobiles, on a également besoin des bénévoles. Les bénévoles, je voudrais simplement vous rappeler que l'équivalent temps plein des à peu près 5000 bénévoles qu'on estime avoir en France correspond à peu près à 30 millions d'euros. Donc ce n'est pas négligeable. Et donc, on a plusieurs amendements à vous proposer que Mathieu Lantier vous exposera tout à l'heure sur l'article 7, le 8, le 13, le 18 et je crois le 14 aussi. Donc voilà. Donc je vous dis sur... Voilà. Donc on a pas mal de choses à dire sur ce plan-là. Sur la loi de fin de vie, on a déjà beaucoup plus à même d'en parler, notamment les soignants. Voilà. Merci pour la concision, Monsieur Lantier. Oui, voilà, je vais juste compléter. Merci Jacques, merci messieurs, mesdames les députés. En effet, nous, notre conviction, c'est qu'on peut beaucoup plus s'appuyer sur les associations et sur les bénévoles. Et en fait, notamment le texte sur les soins palliatifs, c'est une belle occasion de concrétiser ça. La deuxième chose, c'est qu'on est convaincu qu'il y a un lien très fort à faire avec la question de l'effectivité du droit et des politiques publiques. Et donc, effectivement, nous, on partage le souhait du gouvernement et de la stratégie de doubler le nombre de bénévoles. On aimerait bien le faire même plus vite que cela, parce qu'on pense que ça peut être une véritable ressource pour mieux accompagner la fin de vie demain. Et effectivement, on a pas mal travaillé sur le sujet ces 3 dernières années avec 2 objectifs assez simples. Un, vraiment développer ce bénévolat qui était arrivé un peu à un effet de seuil ces dernières années, il faut bien le dire, pour accompagner bien plus de personnes et répondre à l'ampleur des besoins. Parce que tous les jours, nos associations sont sollicitées par des EHPAD, par des hôpitaux, mais aussi directement désormais par des familles
par des proches. Donc il faut pouvoir répondre à cette demande d'accompagnement. Et puis la deuxième chose, c'était effectivement de faire en sorte que notre accompagnement il puisse bien s'articuler avec les enjeux de société. Comme l'a dit Jacques, on est né dans les premières unités de soins palliatifs, mais aujourd'hui on n'y est pas cantonné, fort heureusement, et les soins palliatifs non plus. Donc il y a un enjeu à effectivement prendre ce virage domiciliaire et à permettre que des bénévoles interviennent beaucoup plus dans ce contexte-là. Il y a un enjeu à mieux accompagner les proches et les aidants. Et puis, il y a un enjeu à répondre aux sollicitations croissantes des EHPAD qui intègrent de plus en plus ces questions de fin de vie et de soins palliatifs dans leur projet d'établissement. Donc ça se traduit effectivement dans notre vision des deux propositions de loi. Comme l'a dit Jacques, sur l'aide à mourir, c'est assez simple. Nous, l'engagement de nos bénévoles, il repose sur l'accompagnement des personnes en fin de vie, quelles que soient les circonstances et quel que soit le choix des personnes accompagnées. Donc nous continuerons à accompagner jusqu'au bout, quel que soit le cadre législatif. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, historiquement, le Code de santé publique, il prévoit que nos bénévoles en soins palliatifs n'interviennent pas sur le volet médical. On n'interfère pas dans les soins et on ne vient pas dans la chambre du patient avec un projet en lien avec ses soins. Donc ça, c'est assez simple. Notre rôle, il est cantonné à l'écoute, à la présence et au soutien. Et puis ensuite, on a aussi une éthique, une déontologie en interne. Nos associations, elles sont encadrées par des principes de laïcité, de neutralité, d'indépendance politique, et nos bénévoles, ils n'ont pas de projet pour les patients. Donc quand on ouvre une porte de chambre, on veut que le patient se dise juste, voilà un bénévole qui est là pour moi, et pas qu'il y ait d'autres casquettes autour du bénévole. Donc ça, c'est un élément essentiel, et tout ça justifie une position de neutralité de l'association par rapport à la proposition de loi relative à l'aide à mourir. On a simplement une vraie vigilance, c'est une vigilance sur le fait que le droit soit le même pour tous et sur tout le territoire. Et donc effectivement, on souhaite que les soins palliatifs puissent être universellement accessibles et on ne souhaiterait pas qu'il y ait des endroits où un éventuel dispositif d'aide à mourir soit accessible et pas les soins palliatifs. Donc voilà, ça c'est un élément essentiel. Sur la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d'accompagnement, effectivement, alors déjà on salue quand même tout le travail qui a été fait depuis 1 an, parce que la proposition de loi, elle est déjà beaucoup plus riche que le tout premier texte que nous avions pu lire, et elle consacre la place des bénévoles. Donc c'est une très bonne chose, à la fois dans la définition même des soins palliatifs et d'accompagnement, et puis par exemple dans les nouvelles maisons d'accompagnement, où on pense effectivement qu'on a un rôle important à jouer. Donc voilà. Ensuite, dans la loi, il y a aussi une vraie traduction de l'intégration de la dimension du domicile. Ce n'était pas forcément le cas initialement, et donc voilà, moi je trouve que c'est important, c'est un enjeu crucial pour les patients, pour les proches. Et puis, on est aussi plutôt rassuré par le fait qu'il y a un contrôle de la stratégie décennale par l'Assemblée nationale et l'instauration d'une loi de programmation pluriannuelle, parce que là aussi, pour nous, le premier enjeu sur le terrain en matière de soins palliatifs, c'est un enjeu d'effectivité du droit et de mise en œuvre des politiques publiques. Voilà, et on espère que très rapidement, les mesures impliquant notamment les associations et les bénévoles pourront être mises en œuvre. Néanmoins, on pense que grâce à cette proposition-là, on pourrait aller plus loin. Et effectivement, il y a quelques ajustements qui nous semblent nécessaires si on veut développer réellement le bénévolat et arrêter de bricoler, entre guillemets, avec les moyens qu'on a et qui sont en gros les mêmes depuis 30 ans. Il faut évidemment que dans l'article 7, on puisse préciser le périmètre budgétaire de la stratégie décennale en intégrant le financement du développement du bénévolat. Ça, c'est un élément qui nous semble essentiel. Idem, si on veut développer le bénévolat et avoir plus de personnes autour des personnes malades ou en fin de vie et de leurs proches, il faut, dans l'article 8, intégrer à la loi la formation des bénévoles et son cadre de financement. Ça nous semble essentiel. Concernant l'article 13, là c'est peut-être un peu plus technique, mais il nous semble qu'il serait important de l'adapter pour que le bénévolat puisse réellement se déployer à domicile. Il n'y a rien de mal écrit en soi dedans, mais on pense qu'il faudrait adapter l'article pour qu'il soit en concordance avec l'instruction ministérielle du 21 juin 2023 et qu'il permette, en l'absence de convention, de néanmoins faire un accompagnement à domicile en formalisant un simple lien avec une équipe soignante locale. Voilà. Concernant l'article 14,
Je pense que comme dans tout le reste du texte, à chaque fois, il y avait le souci de mentionner l'accompagnement bénévole. Sur la question des soins palliatifs précoces, si on veut bien intégrer les bénévoles, il faudrait que dans l'information des patients et de leurs proches, on intègre la possibilité d'intervention de bénévoles. Et puis dans l'article 18, pour finir, là on a une très belle occasion, si on veut développer l'engagement citoyen sur ce sujet de la fin de vie, en intégrant à la campagne d'information sur le deuil un volet campagne sur l'accompagnement de la fin de vie et notamment sur le bénévolat. Donc voilà pour en finir et préciser effectivement les articles et nos propositions sur le sujet. Merci beaucoup. Merci, Monsieur de Margerie. Oui, je vais donc m'exprimer devant vous au nom de la Fédération Jalmal. 2-3 chiffres, c'est 72 associations d'accompagnement des personnes en fin de vie dans les EHPAD et aussi à domicile. Sur tout le territoire métropolitain, c'est plus de 1500 bénévoles en activité qui sont toutes les semaines, tous les jours auprès des personnes. Ça représente en chiffres ronds de l'ordre de 80 000 rencontres ou moments de présence et d'écoute auprès des Français. 80 000 tous les ans. Depuis un certain nombre d'années, l'année Covid, ça a eu une chute très violente. Ça représente aussi plus de 130 000 heures de présence. Alors, ce sont des chiffres importants pour dire effectivement cette proximité que nous avons avec des personnes en fin de vie. Par rapport à ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, ça va être essentiellement sur le projet de loi 1102, celui sur le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement. Je viendrai brièvement sur l'aide à mourir à la fin. Je reprends des idées qui ont déjà été tout à fait développées et nous ne sommes pas concertés, mais il y a des choses très proches. Je crois qu'il faut introduire dans le périmètre budgétaire qui est mentionné à l'article 7 du projet de loi 1102, un numéro 12 qui porterait sur la formation des bénévoles, parce que l'idée, c'est, je crois, les chiffres vont être presque les mêmes. Notre appréciation à la Fédération, dire qu'il y a peut-être 4500 bénévoles, toutes associations confondues, au moins, peut-être 5000. Si c'est 4500, on pense que le doublement d'ici 10 ans pour arriver à 9000 serait le bon chiffre. Et ce doublement en 10 ans, il faudrait qu'il se passe de façon linéaire, année après année, ce qui n'était pas le cas dans les premiers chiffrages de la stratégie décennale qui reportait ce type d'effort vers la fin. Atteindre 9000 parce que... Et dans les hôpitaux où nous intervenons, nos équipes ne sont pas assez nombreuses par rapport au nombre de personnes qui pourraient bénéficier d'un accompagnement. Je confirme complètement les choses que nous avons des demandes dans les EHPAD que nous ne pouvons pas honorer parce que nous n'avons pas les équipes suffisamment nombreuses pour mettre à disposition une équipe de bénévoles. Quant au domicile, dont on peut imaginer et souhaiter le développement, il est tout simplement très consommateur des bénévoles parce que, pour vous faire l'histoire très courte, une rencontre d'un bénévole au domicile d'un malade en soins palliatifs, etc., eh bien, ça va lui prendre la matinée, pour faire simple, le temps d'y aller, le temps de revenir, le temps de rencontrer la personne et souvent son proche qui, lui aussi, est dans une situation de très grande, souvent trouble ou souffrance existentielle. Autrement dit, c'est très consommateur de ressources et si on veut développer le domicile, et je pense qu'il faut le faire, et les bénévoles peuvent le faire, et dans nos associations, il y a du ressort parce que l'accompagnement à domicile attire plutôt les bénévoles, mais il faut vraiment y mettre des moyens. Et là, je voudrais dire qu'il faut pour ça peut-être rajouter aux chiffres que je viens de vous donner sur la formation d'un doublement du nombre des bénévoles pour atteindre 9000, il faudrait rajouter aussi des bénévoles pour le domicile, au fur et à mesure que le domicile se développe, que les maisons d'accompagnement, dont on peut imaginer qu'une centaine se seront mis en œuvre en 10 années à peu près, voilà, pour servir ces éléments-là. Et on pourrait rajouter aussi ce qui sera peut-être une conséquence des plans individualisés d'accompagnement ou des plans d'accompagnement individualisés, je ne sais plus dans quel terme c'est exactement figuré, où on peut imaginer qu'il y aura aussi besoin d'une ressource bénévole en complément des équipes soignantes localement. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que dans le rapport Chauvin, le chiffrage de cette mesure, de la formation d'un nombre double de bénévoles, ne coûte pas très cher au regard des autres sommes qu'on peut avoir dans le chiffrage de la stratégie décennale. Ça a été évalué à peut-être un supplément de 6 millions d'euros. Ce n'est pas un très gros chiffre par rapport à d'autres chiffres sur ce champ.
Une deuxième idée que je voudrais vous proposer, c'est qu'il y a dans la loi 1102 un manque du côté du développement de la culture palliative dans la société française tout entière et non pas uniquement dans on va dire, le corps des soignants au sens le plus large. À l'appui de cette idée-là, c'est peut-être corriger ce qui n'a pas été très réussi dans les 20 ans dernières des développements, des plans de développement des soins palliatifs, qui n'ont pas finalement fait beaucoup progresser la culture du français moyen, de vous et moi, par rapport à tous ces enjeux de la fin de vie, des soins palliatifs et de l'ensemble, d'aborder finalement la question de la fin de vie. Je vous propose 4 mesures dans cette direction qui pourraient être intéressantes. Une première, elle est de nature interministérielle, c'est qu'on débloque au niveau de l'éducation nationale la position qui a été faite aux académies de notre ministère de l'Éducation nationale de refuser toutes les initiatives qui avaient pu être prises, je vais les nommer sous le nom où la Fédération Jalmalb les a mis en œuvre ailleurs. Ça s'appelait « Osons parler de la mort avec les enfants et les adolescents ». C'était des sessions dans les écoles où on commençait par écouter les questions des enfants sur la mort avant de leur proposer quelques éléments. Ça a pu se faire aussi avec une exposition itinérante qui était centrée sur la fin de vie, mais que, pour des raisons évidentes, on avait appelé naître, grandir, mourir. Et une exposition itinérante comme ça permettait de créer un espace culturel pour que des enfants et des familles puissent aborder les questions que ceux-ci posent pour eux. L'intérêt de ces choses-là, c'est que ça permet de réfléchir à ces sujets, ça permet d'y réfléchir ensemble. Et quand on agit au niveau des enfants, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est les parents qui viennent reprendre le sujet après. En ce sens-là, c'est un élément de développement de la culture palliative. C'est peut-être surprenant de commencer par les enfants, mais je crois que c'est assez sensé. Et aujourd'hui, l'éducation nationale, pour des raisons qu'on peut extrêmement bien comprendre, a été totalement réticente, sauf dans une académie où nous avons pu le faire, pour évidemment des craintes d'introduire des gens qui seraient une secte sur ces sujets. Je le répète, et Mathieu Lantier l'a fort bien dit, les associations qui font ça sont laïques, sont apolitiques, aconfessionnelles et sont neutres. Et leurs bénévoles sont à 100% dans cette attitude. Je ne vais pas plus loin. Je crois qu'il y a des éléments qu'il faudrait mettre en place qui font de la culture sur ce sujet et qui manquent. Je prendrai l'exemple de développer un dispositif récent qui existe, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Dernier Secours, qui est une journée de formation destinée à tous les citoyens lambda et qui est co-animée, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, par un soignant et un bénévole. Et ces journées de Dernier Secours permettent à des personnes d'approcher qu'est-ce qui va se passer lorsque mon proche va être en gros un peu à l'agonie ou proche de son agonie chez moi. C'est extrêmement rassurant, extrêmement informatif et ça met les personnes qui suivent en véritable réflexion par rapport à tous ces enjeux. Je continue avec l'idée de dire que même s'il y a eu d'excellentes campagnes d'information qui ont été faites par le Centre national et par d'autres, ce sont en gros des mouvements descendants qui essayent d'expliquer aux Français moyens, en gros, quels sont les contenus d'une loi, les dernières lois sur les droits des malades. Ça descend le plus clairement possible, le plus pédagogiquement possible. C'est indispensable, mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui est, je prendrai un mouvement horizontal, qui est que dans la société, on se mette à réfléchir tous ensemble sur ces sujets-là, parce que il faut se mettre en activité personnelle pour se faire finalement une culture qui fait que le moment où je serai concerné par une maladie, etc., j'y ai déjà réfléchi. Nous avons par exemple inventé un jeu de cartes, de 42 cartes, il s'appelle « À vos souhaits ». Ces 42 cartes, il y a 42 propositions sur ce que je peux souhaiter ou au contraire pas du tout souhaiter au moment de ma fin de vie. L'intérêt du jeu de cartes, c'est qu'avec ces 42 propositions, vous les mettez entre les mains de quelqu'un. Par exemple, un homme ou une femme de 60 ans qui a des parents qui vont être peut-être concernés par une situation de fin d'existence proche, eh bien, ça vous met en activité, ça vous permet de dire ça, je me sens concerné par ça, ça ne me ressemble pas du tout, et ça vous permet d'oser réfléchir à toute une série de choses qui sont difficiles à formuler, parce que c'est difficile de se projeter en disant si je suis effectivement à un moment donné extrêmement malade dans ces circonstances-là, qu'est-ce que je veux pas. C'est la difficulté des directives anticipées. Ce type de jeu est un outil culturel pour réfléchir soi-même, réfléchir avec son proche, réfléchir avec son enfant à ce que l'on peut souhaiter ou pas souhaiter.
je le prends comme un nouvel exemple de choses qui ne sont pas du descendant, mais plutôt du développement d'une éducation culturelle. Voilà, parce que je crois que c'est ça qui a beaucoup manqué. Je prends une dernière idée, dans cette idée de dire qu'il y a quelque chose à faire de l'ordre de la culture palliative en France entière, sur tous les étages de la population. Les associations d'accompagnement ont pris l'initiative de mettre en place une ligne d'écoute téléphonique, qui est une ligne d'écoute à l'écoute des personnes qui ont une difficulté existentielle, qui sont en souffrance existentielle par rapport à une situation de fin de vie. Ce n'est pas une ligne d'écoute comme celle du Centre national qui répond, informe, oriente. C'est une ligne d'écoute uniquement pour permettre à des gens qui sont loin, qui sont isolés, qui n'ont pas forcément beaucoup de structures de soins autour d'elles, d'avoir une oreille. Ce sont des bénévoles d'accompagnement qui sont à l'écoute, et parce qu'ils ont cette habitude, ils ont été formés à l'écoute, qu'ils ont été formés par les dispositifs dont on a parlé et dont nous souhaitions le doublement, ils font des personnes qui, sans projet, écoutent pour ce qui est une souffrance existentielle là où elle est. Une ligne téléphonique comme ça, par certains côtés, est une ligne d'intérêt général. Actuellement, elle est à l'initiative d'associations d'accompagnement. Elle n'est pas encore très connue, elle se développe, etc. Je pense que donner les moyens qu'une ligne comme ça existe en France pour tout le monde fait partie du développement de cette culture. Je termine avec un dernier point qui reprend ce qui a été évoqué peut-être sur l'instance de contrôle et d'évaluation qui est signalée dans le projet de loi 1102. Je voudrais juste insister sur 2 points que, en tant qu'association d'accompagnement, on peut attendre avec une très grande exigence qu'il y ait les moyens, que ce soit une instance qui ait de l'autorité et les moyens de vérifier que ce qui a été décidé, ce qui sera décidé, peut-être pour une dizaine d'années, en 2 fois 5 années de programmation, soit effectif. Le mot d'effectivité a été pris par mon voisin, je le reprendrai en le soulignant de 3 fois. J'ai personnellement suivi l'avancée des travaux du 4e plan de développement des soins palliatifs. Regardez aussi celle du 5e plan. Il y a des dérives dans le temps, il y a des sujets qui sont partiellement accomplis seulement, malgré la bonne volonté. Voilà, et je crois qu'il est extrêmement important que cette instance rende compte devant la nation, et non pas, pour faire vite, devant le seul ministère de la Santé. Et qui a là un enjeu extrêmement important qui renvoie à toute la crédibilité des débats que nous avons au niveau national depuis 2 ans et qui ne sont pas que des débats de spécialistes du soin. J'ai terminé sur ce plan. Sur le plan de l'aide à mourir, je voudrais dire 3 choses très vite pour ne pas prendre le temps de mes voisins. D'abord, le fait que nous redirions aujourd'hui ce que nous avons déjà dit lors de la commission spéciale il y a 6 ou 8 mois, le fait de, sous l'appellation aide à mourir, avoir 2 dispositions aussi différentes que le suicide assisté et l'euthanasie nous paraît extrêmement choquant. Il vaut mieux distinguer ces 2 modes et non pas les mettre sous un même nom. En matière des 2 modes, pour le dire très vite, nous considérons que l'euthanasie est une erreur tout à fait redoutable si elle devait être suivie, par opposition au suicide assisté, parce qu'en gros, l'euthanasie risque de produire une pression sur des centaines de milliers de personnes vulnérables. Et en tant qu'association d'accompagnement, nous rencontrons beaucoup de gens vulnérables. Une pression morale, une pression économique pour dire que finalement cette solution est une solution pour abréger son existence qui est la bonne. Je pense que nous aurons là une pression sur des centaines de milliers de personnes qui n'est pas du tout saine. Et voilà, je ne vais pas plus loin, l'idée est simple, mais nous avons là-dessus une position très ferme due à notre fréquentation des personnes vulnérables en fin de vie. Je ne vous surprendrai pas si je vous disais que pour la Fédération Jalmal, il vaut mieux mettre et accomplir le projet de loi 1102 sur les soins palliatifs et l'accompagnement à fond, avant de passer à une loi aide à mourir. C'est une idée classique, voilà. Elle avait déjà pu être développée par le comité consultatif d'éthique. Je ne vais pas plus loin, il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans cette idée. Je termine avec la 3e. L'intérêt du disposition du suicide assisté me paraît très grand par rapport à la question qui est, jusqu'au bout, c'est le sujet qui reste maître de la manœuvre. En ce sens-là, je pense que c'est beaucoup moins inquiétant que l'euthanasie qui peut se prêter à des glissements également.
En revanche, j'attire l'attention des députés, de la Commission, sur le fait qu'introduire quelque chose qui dépénalise l'assistance au suicide risque de produire une contradiction sociale par rapport à tout ce qui existe sur le suicide. Il n'y a pas d'ailleurs tellement de choses qui existent dans nos textes sur le suicide. Et je souhaite beaucoup de courage à ceux qui devront expliquer à la nation tout entière, aux Français moyens, aux Français lambda, comment on peut vivre une contradiction entre une dépénalisation dans des cas particuliers et une lutte contre le suicide. J'ai fini. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous invite à avoir des propos assez concis. Vous aurez l'occasion de répondre aux interventions des différents députés et des rapporteurs. Je passe la parole à Stéphanie Pierre pour France Asso Santé. Bonjour, messieurs et mesdames les membres de la Commission des affaires sociales. Ah, c'est bon? Oui. Mesdames et messieurs les membres de la Commission des affaires sociales, nous vous remercions de nous donner la parole au nom du collectif France Asso Santé, qui fédère une centaine d'associations nationales agréées et plusieurs centaines d'associations régionales qui représentent et accompagnent les personnes malades chroniques ou en situation de handicap, les personnes âgées ainsi que leurs proches aidants dans leur parcours de vie et de fin de vie. En premier lieu, nous vous remercions pour la reprise du débat parlementaire et pour une reprise qui tient compte des travaux et des amendements qui ont été votés avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous regrettons néanmoins le choix qui a été fait de scinder en deux ce qui était initialement un seul texte. Nous le regrettons parce que, selon nous, cette scission comporte le risque d'envoyer le message aux usagers qu'il ne s'agit pas d'un accompagnement global, mais de deux parcours distincts et exclusifs l'un de l'autre, voire, pire, opposés, avec un embranchement à choisir à un moment donné, là où, pour la personne malade, il s'agit d'un seul et même parcours. Et nous vous appelons vraiment, dans vos réflexions, à ne pas dissocier ce qui relève de l'indissociable pour la personne malade. Nous vous remercions donc pour l'organisation d'une discussion commune, d'un examen et d'un vote commun sur ces deux textes, parce qu'ils sont tous deux nécessaires, selon nous, l'un autant que l'autre, et surtout l'un avec l'autre. Ils sont nécessaires parce que la proposition de loi sur les soins palliatifs et d'accompagnement répond à la nécessité de sortir enfin d'une approche qui, depuis trop longtemps, a consacré la toute-puissance du curatif. Elle apporte une réponse à l'enjeu réel d'anticipation de la fin de vie et d'acculturation à ce sujet qu'il nous faut adresser. Elle pose clairement l'enjeu de l'effectivité des politiques publiques et donc la question des moyens et de l'évaluation. Et puis, mes voisins l'ont dit, elle renforce nettement la place des bénévoles et c'est une reconnaissance qui était attendue du rôle de nos associations dans l'accompagnement des fins de vie et de la nécessité de contribuer à leur développement pour leur permettre aussi d'investir le domicile, les futures maisons d'accompagnement. Et cela devra également se traduire dans les moyens qui leur seront alloués. Pour autant, il est important de ne pas tomber dans l'écueil inverse, celui d'une approche qui consacrerait en réaction une toute-puissance palliative, qui nous enfermerait dans cette idée qu'avec des soins palliatifs bien déployés et bien menés, toutes les situations de souffrance seraient à même d'être soulagées et éteindraient toute demande d'aide à mourir. Et la proposition de loi relative à la fin de vie vise précisément à nous garder de cet écueil, puisqu'elle apporte une réponse à des situations de souffrance en fin de vie qui sont bien identifiées. Les membres du CCNE l'ont rappelé hier, et qui ne trouvent pas de réponse dans le cadre législatif actuel. Ces situations de fin de vie, nombre d'associations de notre réseau en ont été le relais. Elles les qualifient parfois de barbares, tant elles ont occasionné de souffrances pour ceux qui ont eu à les vivre, et elles justifient pleinement les deux volets de l'accompagnement de la fin de vie qu'il convient de penser aujourd'hui. Cela étant posé, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points. Concernant la proposition de loi de Madame Vidal, nous l'avions dit l'an dernier et nous le redisons, nous déplorons vraiment l'absence de toute mesure visant à renforcer les droits et les aides des proches aidants. Une grande loi de solidarité n'a pas besoin d'un nouveau rapport sur le congé de solidarité familiale, mais d'un passage à l'action sur des mesures qui s'imposent et qui sont attendues. Cessons de conditionner son accès et son allocation à la prise en charge de la fin de vie au domicile. C'est une vision consumériste de l'aidance qui n'a plus lieu d'être, parce que les personnes en fin de vie à l'hôpital ont tout autant besoin de la présence et du soutien de leurs proches. Nous vous partageons également notre grande inquiétude quant à la création, à l'article 19, d'une commission de contrôle et d'évaluation chargée d'assurer le contrôle a posteriori de chaque procédure de sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Couplé à l'alourdissement des modalités de procédure collégiale prévues dans l'article 16, cela constitue selon nous un recul par rapport à la loi de 2016 et à ce nouveau droit déjà bien peu mobilisé par les personnes malades qu'elle a créé. C'est une commission qui est similaire à celle prévue pour les procédures d'aide à mourir et ça crée selon nous une ambiguïté qui sera préjudiciable aux personnes malades. Un mot sur la stratégie décennale pour insister sur l'importance de ne pas la réduire à sa seule dimension sanitaire. Nous avons vraiment à cœur que soient prises en compte dans cet accompagnement nouveau que vous essayez de structurer les dimensions sociales et sociétales de la fin de vie. Concernant la proposition de loi de M. Falorni, nos remarques porteront essentiellement sur 3 préoccupations et interrogations. Ce sont des sujets difficiles, tout n'est pas tranché, même au sein de notre réseau, que nous avons en matière de non-discrimination et d'égalité d'accès à l'aide à mourir des personnes avec, nous le rappelons, une affection grave, incurable et des souffrances réfractaires. Ne pas être discriminant en premier lieu dans la modalité d'administration. Alors certes, le texte prévoit la possibilité pour les personnes qui ne seraient pas en capacité de s'auto-administrer la substance létale d'être assistées par un soignant. Néanmoins, une forme de discrimination s'opère puisque l'incapacité est d'ordre physique et donc on ne prend pas en compte des situations où la personne malade ne serait pas en mesure de le faire pour d'autres raisons psychiques, par angoisse ou parce qu'elle ne voudrait pas le faire pour des raisons personnelles. Et nous rappelons que dans les pays où les 2 modalités d'administration sont possibles, les personnes malades choisissent de recourir de manière quasi unanime à une administration par un soignant. Ceci, et c'est là où je serai un petit peu divergente par rapport à mon voisin, a beaucoup interpellé les associations de personnes malades et nous avons estimé que cela dit quelque chose de ce que les personnes malades souhaitent en matière d'accompagnement et que respecter leur volonté, c'est leur laisser ce choix sans instaurer une hiérarchisation morale des pratiques qui pèserait autant sur elles que sur le soignant qui accepterait de l'accompagner. S'interroger ensuite sur le cadre d'accès qui est prévu. Alors oui, le sujet des demandes anticipées d'aide à mourir est complexe, on l'a vu l'an dernier déjà, et il n'y a pas de solution toute faite, mais c'est précisément pour cela qu'il doit être débattu. Et nous attirons votre attention sur 3 situations qui pour l'instant ne sont pas prévues dans les dispositions proposées et pour lesquelles peut-être, encore une fois, l'avis n'est pas entièrement tranché, le sujet n'est pas facile, mais peut-être un accès sur directive anticipée spécifique avec des garde-fous renforcés devrait faire l'objet d'un débat. Les situations de personnes en situation de coma irréversible. Ensuite, les personnes pour lesquelles une aide à mourir a été acceptée, programmée, mais qui perdent conscience, soit du fait de l'évolution de la maladie, soit parce qu'on leur administre des médicaments puissants contre la douleur et qui ne pourraient donc pas réitérer le consentement final au moment de l'acte. C'est une situation qui a existé dans certains pays et qui a fait que dans certaines législations, une clause de renoncement final a été mise en place pour que ces personnes n'aient pas à renoncer à leur traitement pour la douleur, pour être sûr de pouvoir consentir. Et enfin, la situation des personnes dont la maladie grave et incurable peut occasionner des troubles cognitifs au décours de l'évolution. C'est le cas des maladies neurodégénératives. Parce que ces personnes malades nous disent qu'elles souhaitent jouir de cette autorisation en anticipation, que ça les rassure de savoir qu'elles pourront, le moment venir, choisir leur départ, et que paradoxalement, ça les aide aussi parfois à repousser les limites qu'elles s'étaient fixées, mais qu'elles craignent évidemment qu'à un moment, leur aptitude à manifester leur volonté ne soit remise en question. Et nous vous alertons, comme l'an dernier, vraiment sur cette sorte de date de péremption à 3 mois qui est installée dans le texte sur l'autorisation et qui risque de pousser en fait des personnes à anticiper leur décès par crainte de ne plus être en capacité de redemander ensuite à cause de troubles cognitifs. Enfin, et nous finirons sur cette considération, nous nous rappelons le vif débat qui s'est tenu l'an dernier au sujet de la reformulation du critère de pronostic vital engagé à moyen terme en phase avancée. Nous souhaitons nous poser les questions suivantes. Pourquoi et pour qui est-il envisagé l'ouverture de ce droit? Et les craintes qui sont relatives au fait d'ouvrir la boîte de Pandore ou de faire sauter les verrous, les appels à restreindre l'accès à l'aide à mourir n'ont pas lieu d'être, en fait, si l'on revient à la réponse à ces 2 questions. C'est cette réponse qui nous guide. Pourquoi? Parce qu'il existe des souffrances que l'on n'arrive pas à soulager, qui peuvent être physiques, mais qui en fait sont bien souvent existentielles, en lien avec des situations de perte d'autonomie lourde occasionnées par l'affection grave et incurable, et qui sont vécues comme insupportables par les personnes. Et pour qui? Pour ces personnes précisément qui ne souhaitent plus vivre ces souffrances et qui ne trouvent pas de solution pour une fin de vie digne et apaisée dans notre cadre législatif actuel, parce que leur décès n'est pas imminent.
C'est la souffrance qui est au cœur de la réponse de ces deux questions. Et ce n'est pas pour rien qu'aucun pays européen n'a retenu ce critère d'engagement du pronostic vital. Ils nous disent qu'il est non seulement inopérant, qu'il est impossible à mettre en pratique parce qu'il y a une dimension d'incertitude et qu'aucun outil pronostic ne pourra jamais la corriger. Je pense que l'AHS vous enverra bientôt des précisions à ce sujet. Mais ils nous disent aussi qu'il occasionne des inégalités d'accès et qu'il n'y a pas de corrélation entre l'engagement du pronostic vital et le caractère insupportable d'une souffrance. C'est la souffrance qui motive la demande. Et la souffrance n'impacte pas la durée du temps qu'il reste à vivre, mais la manière dont il est vécu et dont seule la personne malade peut apprécier le caractère supportable ou non pour elle. Pourquoi, dès lors, avec ce critère temporel et quantitatif, apporter une réponse différente à des vécus de souffrance équivalents et tout autant insupportables? Voilà, et nous vous rappelons que, bien sûr, nous sommes à votre disposition pour échanger sur ces sujets qui concernent en premier lieu les associations de notre réseau. Merci. Merci, Madame Pierre. Pour l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, Madame Valérie Goutine, sa présidente. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous offrir aujourd'hui l'opportunité de porter la voix des malades atteints de la maladie de Charcot, voix trop souvent murmurée dans les marges du débat public, mais dont la légitimité, la force et l'expérience sont essentielles à toute réflexion sur la fin de vie. Nous saluons avec solennité la décision de cette Assemblée de reprendre les travaux interrompus avant la dissolution, dans leur continuité avec les amendements déjà votés. Ce choix est un acte de loyauté politique, mais aussi un gage de respect pour les mois de débat, de consultation, de confrontation d'idées et d'écoute croisée qui ont précédé l'écriture de ces textes. Il est rare qu'une question engage avec autant d'intensité les consciences, les convictions intimes et les expériences du soin. Mais à cette continuité répond une rupture, celle d'avoir dissocié ce qui, dans l'expérience humaine du mourir, forme un tout. Car c'est bien là que se noue notre principale inquiétude. Cette scission du projet de loi en deux textes marque une fracture symbolique dont nous devons collectivement mesurer les conséquences. Elle laisse planer une ambiguïté redoutable, celle d'une bifurcation entre deux chemins qu'on opposerait alors qu'ils sont pour beaucoup indissociables. Le chemin de la vie accompagnée d'une part et celui de la mort choisie d'autre part. Le soin d'un côté, l'autodétermination de l'autre. Et dans cette dichotomie naît le risque d'un parcours segmenté, bureaucratisé, illisible, un chemin de fin de vie parsemé de procédures, de délais, de cloisonnements. Et pourtant, les personnes malades elles-mêmes n'ont qu'une vie, qu'un combat, qu'un déclin à apprivoiser. Il n'y a pas deux parcours, deux temporalités, deux systèmes à naviguer. Il y a une expérience unique, souvent douloureuse, où les besoins de soulagement, de dignité et parfois de renoncement se succèdent, se croisent, coexistent. La proposition de loi Vidal, en développant les filières territoriales, en rendant opposable le droit aux soins palliatifs, en prévoyant la création de maisons d'accompagnement et en posant les fondations d'une stratégie décennale ambitieuse, répond à une carence historique de notre système de santé. Mais elle reste incomplète car elle évite la question taboue de la demande d'aide à mourir. La proposition de loi Falorni, elle, y répond. Elle encadre rigoureusement la procédure. Maladie incurable en phase avancée ou terminale, souffrance réfractaire, collégialité médicale, discernement plein et entier. Elle ouvre la possibilité d'une administration par un professionnel en cas d'incapacité. Mais là encore, les non-dits sont légion. Le texte reste flou sur la durée de validité de la demande. Même s'il ne laisse plus ouvert la voie à une auto-administration possible à ce stade, il faut nous assurer que cela soit définitivement enterré. Il doit affirmer plus clairement que le geste final ne saurait être délégué à un proche. Pour les personnes atteintes de SLA, cette dualité est plus qu'un souci juridique. C'est une menace existentielle. La maladie de Charcot est sans appel. Une fois le diagnostic posé, la dégringolade est certaine, inéluctable. 89% des personnes malades interrogées dans notre dernière enquête en fin 2023 exprimaient leur volonté de vivre avec sens, avec soin, avec soutien, mais aussi d'être respectées dans leur volonté de dire stop.
de fixer elle-même la frontière au-delà de laquelle le combat n'a plus de sens. C'est pourquoi nous alertons. Ne nous citez pas pour nous effacer. Ne faites pas de la SLA une figure rhétorique tout en nous excluant par des critères inadaptés. À la genèse du texte, il était spécifié la notion de moyen terme. Fort heureusement, cette notion a été écartée car inopérante et inadaptée. Aujourd'hui, nous pouvons lire la notion de phase avancée. Elle doit cependant être clarifiée. Nous l'avons dit à la Haute Autorité de Santé, ce n'est pas une durée, c'est une intensité. Ce n'est pas une prévision, c'est un seuil ressenti. Et seul le patient peut le nommer. Ce que nous demandons, c'est une approche fondée sur l'expérience des souffrances, non sur une horloge clinique. Autre point crucial, le discernement. Dans plus de 50% des cas, la SLA entraîne des troubles cognitifs. Mais ces altérations ne suppriment pas la volonté, la lucidité, la capacité de décision. L'outil ECAS, souvent invoqué, est sensible à l'anxiété, à la fatigue, au contexte. Est-ce sur cette fragilité qu'on veut évaluer la souveraineté d'un être humain? Nous réaffirmons aussi que l'aide à mourir ne saurait être une autorisation périmée à 90 jours. Ce serait absurde et cruel. Une décision d'une telle portée ne peut pas être soumise à un calendrier administratif. Le droit d'anticiper doit exister, le droit de retarder aussi, car parfois, savoir qu'on peut partir, c'est ce qui permet de rester. Et enfin, nous refusons que le geste final soit laissé à la charge d'un proche. L'aide à mourir est un acte médical. Il doit rester dans la sphère du soin, non de la culpabilité familiale. Ce n'est pas à une fille, à un conjoint de porter ce poids. Oui, la dissociation des textes est une réalité, nous ne la contestons pas, mais nous serons les vigies de ses effets. Nous veillerons à ce que des passerelles soient créées, que les directives anticipées soient liées au plan d'accompagnement, que la sédation, la douleur, le renoncement soient pensés comme une continuité, non comme un carrefour, que les formations soient renforcées, que les soins palliatifs cessent de refuser les patients à handicap lourd, que l'ensemble du dispositif parle enfin une même langue, celle du respect de la volonté. Ce que nous demandons, ce n'est pas un privilège, c'est un alignement entre la réalité des parcours et les mots de la loi. Ce que nous réclamons, ce n'est pas un droit à mourir, c'est un droit à choisir. Et ce que nous refusons, c'est que la mort devienne un impensé, un tabou ou un fardeau. Elle est pour chacun la dernière étape du soin. Et elle doit, pour tous, être un espace de liberté. Je vous remercie. Merci, Madame Goutine. Pour le collectif handicap, Madame Tesna. Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Je représente donc ici le collectif handicap qui regroupe 54 associations qui concernent des handicaps différents. À ce titre, nous ne nous exprimerons pas sur l'ensemble de ces deux propositions de loi, mais uniquement sur la partie qui concerne les personnes en situation de handicap. Et encore, pas toutes. J'ai été présentée tout à l'heure comme la présidente du groupe Polyhandicap France. Je précise, s'il était besoin, que le polyhandicap est la résultante d'une lésion précoce d'un cerveau en développement et que donc il entraîne des déficits extrêmement importants sur le plan moteur, sur le plan neurologique, des soucis de santé considérables et un déficit cognitif important. Et c'est là où je voulais en venir, c'est celui du déficit cognitif important. Au titre du collectif, j'embarque avec moi non seulement les personnes en situation de polyhandicap, mais aussi les personnes avec un autisme très déficitaire, les personnes avec un trouble du développement intellectuel important et un certain nombre de personnes avec des handicaps psychiques qui vont être concernées. Et la question que je pose est une question éthique. Je voudrais simplement vous faire partager une alerte sur les questions qui nous animent, qui est celle de la décision pour autrui. Dans les deux projets de loi, on parle de la décision de la personne concernée. Mais que fait-on dans le cas où la personne
non seulement pour une incapacité à s'exprimer, mais aussi pour ce trouble du développement cognitif qui l'empêche de conceptualiser ou de comprendre clairement ces choses, supposant que l'un de nous ici comprenne quelque chose à la mort. Mais dans ce cas-là, qui va décider? Parce que il n'est pas question de directives anticipées. Ces personnes n'ont jamais pu les formuler. Il n'est pas question, évidemment, de comportement, de décision libre et éclairée. Il n'est pas question non plus, dans l'état actuel des choses, vraiment de personnes de confiance, puisqu'on a déjà eu ce problème avec la loi Claes-Leonetti. Ces personnes ne peuvent pas désigner par écrit une personne de confiance, donc elle est désignée par quelqu'un d'autre. Lorsqu'on en arrive à des questions comme celle du plan personnalisé d'accompagnement, je vais regrouper pour une question de praticité les deux projets de loi. Lorsqu'on en arrive à un plan global d'accompagnement, qui décide de ce plan? Comment ça se passe, puisque la personne ne s'est jamais exprimée? Là, nous allons avoir affaire, alors, malgré ce que je disais tout à l'heure, à une personne de confiance qui aura été déjà désignée par autrui, qui peut être un membre de la famille. C'est en général les parents quand il s'agit de personnes mineures de moins de 18 ans. Malheureusement, ça arrive beaucoup dans le polyhandicap. Dans la loi précédente, la loi Claes-Leonetti, je veux dire, vous savez que la famille était... On lui demandait son avis avant qu'il y ait une réunion collégiale. Cette mesure avait été prise pour épargner, ça a été dit tout à l'heure, pour épargner à la famille ce qu'on appelle le poids d'une décision létale concernant leur enfant. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui veulent participer à cette réunion collégiale parce qu'ils pensent, et je dois dire qu'à mon sens, ils ont raison, qu'ils connaissent leur enfant mieux que personne, et notamment mieux que certains médecins. Je le dis, c'est particulièrement vrai dans des hôpitaux non spécialisés, et ils sont légion, qui ne connaissent pas la gravité du handicap qui touche les personnes, au-delà de la gravité de l'atteinte qui les concerne à ce moment-là. Et ça veut dire qu'ils peuvent ignorer. Je vous donne un exemple extrêmement simple, par exemple pour le polyhandicap. On est parfois confronté à des décompensations extrêmement brutales qui font croire à une entrée en agonie, et ce n'est pas le cas. Mais ça, on ne le sait pas forcément, y compris les médecins compétents. Donc, ce que nous voulions proposer, c'était effectivement, surtout, l'idée d'avoir une possibilité de médiation dans les cas où il y avait un désaccord entre la famille et la commission qui décidait. Il nous paraît aussi important, selon leurs souhaits, de pouvoir faire participer à cette décision collégiale la famille, et non seulement la famille, parce que, comme vous savez, maintenant, ces personnes vieillissent, et donc les familles vieillissent aussi, et donc, éventuellement, un professionnel proche, puisque ces personnes vivent souvent en établissement médico-social. Donc, ce sont ces deux choses qu'on voulait vous... Enfin, il y a deux choses qu'on voulait vous dire. La première, c'était effectivement cette alerte. Attention, qui prend la décision? Et pour ce qui concerne la loi sur la fin de vie, qui prend la décision? Parce qu'il y a des situations qu'on appellerait borderline, où on n'est pas très sûr de ce que comprend la personne et de ce qu'elle peut dire. Et donc ça, c'est quand même très important dans l'aide à mourir. Et il y a un autre cas qui est extrêmement compliqué, qui est celui des personnes victimes d'un handicap psychique. Ça n'altère pas pour autant leur faculté de décision, et ça n'altère pas pour autant le fait qu'elles peuvent avoir un handicap et elles peuvent avoir une maladie létale. Je veux dire, si la schizophrénie protégée du cancer, ça se saurait. Et donc, il nous paraît important de pouvoir vraiment poser la question de qui décide dans ces cas-là. Ce sont deux situations différentes, mais qui nous renvoient à la même question éthique, qui est celle de la décision pour autrui, pour un autrui qu'on ne connaît pas forcément, et qui a exactement le même droit à la même dignité que tout un chacun. Je vous remercie.
Merci Madame Tezna. Et donc notre dernière participante, Axel Rousseau, coordinatrice du collectif Handicap. Merci beaucoup, bonjour. Je ne vais pas redire ce que vient de présenter Marie-Christine, je suis évidemment d'accord avec tout ça. Peut-être reprendre un peu de la hauteur, enfin sortir du cas spécifique des personnes avec des altérations des fonctions cognitives, mais rappeler aussi que toutes les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de handicap ont des handicaps divers, ont besoin de réponses diverses et ne peuvent pas être prises en compte dans un parcours unique ou un parcours type de soins d'accompagnement. Donc je pense que c'est une notion importante à avoir quand on parle des soins d'accompagnement et du plan personnalisé d'accompagnement dans la PPL de Madame Vidal. Vous redire également, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure pour France Asso Santé, que on est satisfait de la reprise des travaux avec des textes qui ont pris en compte les avancées des débats de 2024, notamment avec toute la dimension sur le développement d'une offre de soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, mais aussi sur la reconnaissance de la place du secteur médico-social dans l'accompagnement de la fin de vie, et notamment avec les mesures concernant la formation des professionnels de santé et du médico-social à l'approche palliative. Je pense que au-delà de l'approche palliative, il y aurait aussi à renforcer la formation sur toute la partie accompagnement du deuil, à la fois des professionnels eux-mêmes, mais aussi des personnes qui vivent dans les mêmes établissements médico-sociaux que les personnes concernées par les soins palliatifs et la fin de vie. Et aussi redire que nous accueillons très favorablement toutes les mesures qui concernent le renforcement de l'information sur les droits des patients, et notamment avec tout ce qui concerne le développement de l'utilisation de la communication alternative et améliorée, et du facile à lire et à comprendre. On espère que ces mesures-là seront bien retenues, et on tient à votre disposition de nombreux amendements qui vous seront envoyés prochainement, et notamment sur la question des aidants, et pouvoir prendre en compte leur situation, leurs besoins et leurs efforts pendant ces périodes compliquées, avant et après et pendant. Merci. Merci Madame Rousseau. Merci pour toutes ces interventions. Je pense que nos deux rapporteurs ont envie de réagir ou de poser des questions. Peut-être la parole à Annie Vidal. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous toutes et tous pour vos interventions d'une grande qualité, d'une grande richesse. Alors j'avais effectivement l'intention de vous poser les questions sur votre regard sur la proposition de loi de développement des soins palliatifs. J'ai dans vos interventions liminaires la réponse aux différentes questions que je souhaitais vous poser, donc je laisserai la place aux questions à mes collègues. Vous avez vraiment balayé l'ensemble du texte. Vous avez aussi émis quelques doutes, quelques inquiétudes sur un certain nombre de points, donc je vais peut-être plutôt me permettre d'aller dans ce sens. Sur la question de la séparation des deux textes que certains voient comme une opposition, il n'est pas dans notre intention, ni à l'un ni à l'autre, et c'est pas ce qui a animé cette séparation, d'opposer un texte à l'autre. Ce sont des textes qui doivent avoir une certaine complémentarité, et vous avez effectivement, certains d'entre vous ont demandé qu'il y ait des passerelles entre ces deux textes, et c'est bien l'intention qui est portée. Donc je voudrais vous rassurer sur ce point. Vous avez aussi, Madame Teznas, évoqué une question que nous nous posons tous, hein, effectivement, quelles que soient finalement les modalités d'accompagnement de la fin d'une vie pour les personnes en situation de handicap qui décident. Alors, moi, je vais vous répondre par rapport au texte que je porte et par rapport à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Le texte de loi dit que c'est à la demande du patient. Mais effectivement, pour les personnes qui ne sont pas en capacité de s'exprimer, se pose cette question.
Alors, dans la stratégie qui est portée par le texte, nous avons tout un tas de dispositions au moment de l'annonce d'une pathologie, sur la mise en place de discussions anticipées. Donc, ils ne sont pas les directives anticipées, qui sont des discussions, donc qui peuvent être aidées soit par de la communication alternative, soit par des documents écrits en FALC, mais qui ne répondent pas évidemment aux situations où la personne ne peut pas du tout s'exprimer, mais auxquelles sont associées dans ces discussions anticipées la famille, le proche aidant ou une personne de confiance quand il y en a, et que peut-être ça pourra, en tout cas nous le souhaitons, répondre à cette question de qui décide, quand en l'occurrence la personne concernée ne peut pas répondre à la loi qui dit que c'est le patient qui demande. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir bien en amont au moment de l'annonce d'une pathologie avec les proches pour pouvoir tenter de répondre à cette question. Je dis bien tenter de répondre à cette question parce que je sais qu'elle est éminemment complexe. Donc voilà ce que je pourrais avoir envie de vous dire. Vous avez également, Madame Goutine, vous nous avez un petit peu alerté sur si j'entends bien ce que vous dire, ce que vous avez dit, une insistance à citer les malades, les patients porteurs de la maladie de Charcot. C'est effectivement quelque chose que nous avons déjà évoqué lors des précédents débats sur le fait, ça n'est pas pour stigmatiser bien évidemment ces patients, mais c'est parce qu'ils sont emblématiques d'une problématique qui est difficile à résoudre. Et effectivement, nous sommes tous d'accord pour dire que la loi Claes-Leonetti, la législation actuelle, ne répond pas forcément à ces situations de fin de vie. Et puis un dernier point sur le contrôle et l'évaluation pour vérifier l'effectivité de la stratégie décennale. Elle est effectivement, cela figure dans le texte, et avec une évaluation demandée à mi-parcours de l'évaluation décennale, et avec une instance territoriale qui sera chargée de cela. Donc j'espère que cela répondra aux interrogations que vous avez eues. Encore merci de vos interventions. Alors, je vous propose d'entendre les remarques et les questions du rapporteur Falorni avant que vous puissiez une première série de réponses. Oui, ce sera assez bref parce que vous avez été très complet, très précis dans vos interventions qui ont eu beaucoup de force, je dois le dire. Et avec mes collègues, nous tenions vraiment beaucoup à cette table ronde, unanimement, parce que nous voulions entendre la voix à travers vous des malades. Nous voulons entendre parler du mot malade dans le débat sur la question des soins palliatifs et d'accompagnement, sur la question de l'aide à mourir. C'est d'abord pour les malades que nous légiférons. Après, on peut être d'accord sur les voies et moyens à choisir. Mais nous voulons d'abord entendre la voix des malades. Nous l'entendons évidemment régulièrement à travers des prises de position plus ou moins médiatisées de certains malades qui s'expriment de plus en plus, et c'est tant mieux. Mais à travers vos associations, c'est aussi précieux pour nous de pouvoir entendre votre parole. Alors vous avez été très complet, donc un certain nombre de questions, je ne vais pas vous les reposer puisque vous y avez répondu. Madame Goutine, vous avez dit effectivement... alors, je n'ai pas noté, mais je sais que, en fait, je n'ai pas senti chez vous un agacement que l'on évoque la maladie de Charcot. J'ai senti un agacement, ou en tout cas une demande forte, que cette parole soit entendue, ce qui n'est pas du tout pareil. Et croyez-moi, croyez-nous, nous sommes particulièrement attentifs, effectivement, à ces situations que la maladie de Charcot révèle tout spécifiquement, mais nous adressons évidemment à tout type de malades qui entrent
dans les critères définis par la loi telle que nous la proposons. Mais en tout cas, sachez que nous sommes évidemment très attentifs à la parole, votre parole de l'association, qui est une association unanimement reconnue, et à travers vous, celle des malades de Charcot, évidemment. 2 points, donc vous avez évoqué beaucoup de choses, 2-3 points. D'abord, le distinguo entre suicide assisté et euthanasie, aide active à mourir, notion qui est utilisée dans d'autres pays, hein, je le précise. Moi, je suis très surpris de dire que l'un serait souhaitable sans l'autre. Parce que, pour le coup, vous évoquez effectivement un certain nombre de malades vraiment dans des situations de fin de vie dramatiques. Nous sommes dans un pays où il y a sur les frontons de nos mairies et de nos écoles la notion de liberté, d'égalité et de fraternité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 3 valeurs, mais la question de l'égalité, elle est fondamentale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit à un malade qui n'est plus en capacité de faire le geste si la loi lui permet d'accéder en fonction de critères définis par la loi, mais qui n'est pas en mesure de le faire? Franchement, d'ailleurs, le législateur y a répondu par son vote, et très clairement en disant que l'auto-administration, évidemment, est possible, n'est qu'un professionnel de santé doit, à condition évidemment qu'il en soit d'accord et qu'il ne fasse pas valoir sa clause de conscience, pouvoir intervenir. Je le dis bien, et ça en réponse, je crois, à l'intervention de Madame Pierre, je précise bien la possibilité d'une personne volontaire non soignante a été écartée du texte, hein, très clairement. C'était dans le texte initial. D'ailleurs, quand j'entends dire que la commission a élargi ou la boîte de Pandore a été ouverte, excusez-moi, mais pour le coup, on a limité la possibilité d'intervention à un médecin ou un infirmier et pas une personne volontaire extérieure qui suscitait effectivement beaucoup d'interrogations. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est élargi. Au contraire, pour le coup, on a restreint et pour des raisons effectivement très entendables et que vous avez soulignées. Donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le texte tel qu'il est. Après, le débat parlementaire aura lieu. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, dans le texte tel qu'il est, seul un médecin ou un infirmier peut faire le geste d'une aide à mourir. Dernier point, Madame Tesna, vous évoquez la question délicate de qui décide effectivement dans des situations où la personne rentre dans les critères définis par la loi. Comme vous l'avez dit, hein, la schizophrénie n'empêche pas un cancer généralisé. Et ça, nous nous heurtons à une difficulté incommensurable. Parce que la souffrance de la maladie grave et incurable en phase terminale, avancée ou terminale, entraîne des souffrances physiques, psychiques, comme pour tous nos autres concitoyens. Mais en tant que législateur, nous devons intégrer la notion de discernement, de volonté libre, éclairée. Et donc, voilà, vous posez une question à laquelle nous avons beaucoup de mal à répondre. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et si... voilà, on est aussi en attente éventuellement peut-être de propositions, de voies à trouver pour pouvoir être à la fois dans l'écoute du malade, de sa décision, mais qui doit être voilà, prise en compte dans un cadre défini de pleine conscience, mais aussi de non-abandon. Et ça, c'est vraiment une situation extrêmement compliquée et vous posez un sujet majeur. Voilà, donc quelque part, j'aimerais avoir une réponse, si vous le pouvez, à la question que vous avez posée.
Merci, Madame et Monsieur le rapporteur. Je vous propose de faire une réponse et pour rééquilibrer cette audition, de commencer par Madame Rousseau, si vous voulez vous exprimer, ou Madame Tezna, si vous voulez vous exprimer en premier, et de revenir en sens inverse. Écoutez, je suis admirative parce que c'est bien la première fois qu'on me demande de faire les questions et les réponses. Mais bon, je vais essayer de me plier à l'exercice. La grande difficulté, à mon sens, pour le législateur, c'est que moi, je vous parle d'un cas par cas. Et que, évidemment, pour le législateur, c'est extrêmement difficile de considérer ça. Il y a deux réponses, parce que, en fait, ça rejoint aussi la question de Madame Vidal. Les discussions en amont, oui, bien sûr, si on peut. Parce que, en fait, tout le monde n'a pas un diagnostic qui va mettre des années, même une année, à se réaliser. On a, par exemple, dans les cas que je vous citais, je viendrai tout de suite après au handicap psychique, mais on a dans les cas que je vous citais, par exemple, très souvent de gros problèmes de déglutition qui entraînent très régulièrement des pathologies pulmonaires. Et en général, la majorité des personnes dont je vous parlais décèdent des suites de ces pneumopathies à répétition. Mais effectivement, il peut se passer 10-15 jours avant qu'on arrive, si j'ose dire, à la dernière. Donc, là où je suis, moi, très mal à l'aise, c'est qu'il y a justement deux écueils qu'on a face, je vais vous le dire malheureusement un peu brutalement, à ce genre de choses. Le premier, ce sont les préjugés. Parce que, je peux vous dire, et vous le dire d'expérience, que même chez les médecins, il y a des sortes de projections qui disent est-ce que ces vies-là valent la peine d'être vécues? Et on est en train de légiférer, enfin pas moi, mais vous êtes en train de légiférer sur une réalité qui existe déjà, qui ne dit pas son nom, qui n'est jamais reconnu, mais qui existe déjà. Et ce qui est, par contre, qui dit son nom et qui est reconnu, c'est justement dans ce cadre-là, je pourrais vous en citer deux exemples qui ont 3 semaines. Quand vous arrivez avec une personne handicapée qui a quelque chose, enfin, lourdement handicapée, j'entends, hein, mais qui est très heureuse de vivre, parce que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, et que, parce que vous avez, j'ai eu le cas dans 2 grands hôpitaux parisiens de 2 filles de maman, 2 jeunes femmes qui avaient 20 et 24 ans, l'une pour une épilepsie, une crise extrêmement sévère, et l'autre pour une pneumopathie effectivement très sévère. Et avant même d'avoir examiné ces jeunes femmes, de savoir si la pathologie était létale ou pas, elles se sont directement, enfin les médecins qui les ont reçus se sont directement adressés à la maman en disant si ça tourne mal, vous voulez qu'on les réanime? Voilà, c'est pas exactement le type d'accueil que j'aurais souhaité avoir à leur place. Mais bon. Donc, il est vrai que ça peut être extrêmement violent, ces discussions. Il est vrai qu'on n'a pas forcément le temps d'en parler réellement en amont. Parce que quelquefois, ça va très vite. Et dans ce cas-là, j'allais dire que ça résout notre problème parce qu'on n'a même pas le temps de faire appel à un service de soins palliatifs. C'est aussi simple que ça. Tout de même, moi, ce que nous tenons à vous dire, et c'est issu d'un certain nombre d'associations qui sont vraiment spécialisées dans ce type de pathologie, c'est que réellement, la décision doit être collégiale. Et collégiale, ça ne veut pas dire que des médecins. Une collégialité, c'est par nature pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il faut effectivement des personnes qui accompagnent au quotidien les personnes handicapées qui, je le redis, ont j'ai envie de vous dire, une rage de vivre absolument stupéfiante et qui les connaissent, qui savent exactement de quoi elles sont capables. Et c'est, ça me paraît, cette histoire de collégialité absolument fondamentale. Si les gens l'acceptent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer à des parents, à des proches, à des soignants, enfin, à des accompagnants proches, de leur dire, vous venez à la discussion collégiale et vous
discutez pas. Enfin, vous venez discuter. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut leur demander s'ils veulent, parce que je suis d'accord avec ce qui avait été dit il y a quasiment 10 ans maintenant, de dire on n'impose pas à la famille le poids d'un choix pareil s'ils ne veulent pas faire le choix. En revanche, si toutes ces personnes qui connaissent vraiment de près la personne malade souhaitent s'exprimer, donner leur avis, raconter qui est cette personne et éventuellement, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais corriger ce que disent certains médecins qui ne sont pas spécialistes de ce genre de pathologie, c'est quand même important qu'elles puissent le faire et qu'elles puissent donner un vrai reflet de cette personne. Et puis, il y a une deuxième question qui est encore plus violente que ce que je viens de vous dire, qui est tout bêtement la question financière. On l'a vu, par exemple, dans des associations je pense, des associations de traumatisés crâniens, qui au départ sont vous, moi, etc., puis il y a un accident, et puis. Eh bien, je me rappelle le témoignage d'une dame qui racontait que son mari avait été victime d'un très grave accident, qu'il avait donc passé, je crois que ça avait duré 90 jours de coma, avec un pronostic très, très réservé. Et le médecin qui le soignait disait, vous savez, à mon avis, il ne va pas s'en sortir, etc. Et ce médecin était allé jusqu'à parler avec la meilleure amie de l'épouse qui venait visiter, puisque toute la famille pensait qu'il était important de maintenir le lien, de venir parler, etc., avait dit, vous devriez dire à cette dame que son mari nous a déjà coûté au bout d'un mois, je ne sais plus quelle était la somme, mais vous connaissez le prix des journées de réa. Enfin bon, je suis désolée de le dire, mais ça existe. J'ai vu une jeune fille handicapée, je me rappelle encore au moment de la grande épidémie de grippe de 2015, qui a été refusée en réanimation en disant, tenez-vous bien, elle va prendre la place de quelqu'un d'autre. Ben non, elle allait prendre sa place. Effectivement, ils sont pas rendus compte qu'ils avaient affaire à une mère du genre tigresse. Et donc, la petite est finie en réanimation. Et aujourd'hui, elle va, on ne peut mieux. Enfin, elle a toujours son polyhandicap, mais elle est toujours aussi heureuse de vivre. Ce sont des choses qu'il faut savoir, que nous, on vit au jour le jour, et qui sont extrêmement... Je ne vous parle pas simplement de nous, je vous parle de tous les témoignages qu'on a à titre associatif d'autres parents. Et c'est quelque chose qui est demandé, que les gens puissent... Il y a un moment où on va être peut-être, je ne sais pas, obligé de prendre cette décision pour autrui, mais il faut vraiment limiter autant que faire se peut ce risque, parce qu'on risque de se retrouver dans une situation, j'ai envie de dire, d'euthanasie involontaire, avec les meilleures idées du monde, en se disant non mais là il faut en finir, pauvre personne, et que ce soit pas exactement ce qu'il fallait faire. Donc ça me paraît quand même vraiment important d'avoir ces deux choses. Pour en revenir, effectivement... Je vous invite un petit peu de concision, parce qu'il y a... Ah oui, ça, vous avez raison. Différentes associations, il y Donc, aura d'autres nouveaux questions. Juste voilà. pour le handicap psychique, ça ne veut pas dire que la personne est incapable de discernement. On parlait de schizophrénie. Il y a des moments où ça ne va pas du tout, et puis il y a des moments où la personne est aussi lucide que n'importe qui d'autre. Et donc, il faut se fonder sur ces moments-là et ne pas stigmatiser toutes les personnes porteuses de handicap psychique au motif qu'elles ont des altérations de discernement de temps en temps. C'est tout. Je comprends donc, on va y arriver, c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que dans des situations particulièrement douloureuses où la personne serait confrontée à cette maladie grave, incurable, en phase avancée ou terminale, je ne note pas pour vous, dans vos propos, une opposition de principe, mais vous considérez qu'il y a une capacité de discernement et d'expression de la volonté possible de ces personnes qui seraient atteintes de cette pathologie. Donc, ils pourraient être entendus et respectés dans leur volonté. Du handicap psychique, évidemment, c'est toujours du cas par cas, on n'en sort pas. Mais je pense que oui, c'est tout ce qui est porté par une association comme l'UNAFAM, par exemple, et réellement, une personne qui a des troubles psychiques, même des troubles psychiques majeurs, n'est pas forcément délirante quand elle s'exprime sur son propre cas, sa propre souffrance et sa propre éventuelle volonté d'en finir.
Merci. On va faire une expression par association. Madame Goutine. Oui, je vais être assez brève. J'apprécie les passerelles possibles entre les deux lois, donc j'imagine que ce sera sûrement mieux explicité par la suite au fur et à mesure des débats. Je voulais aussi rebondir sur le fait que j'ai bien compris qu'il n'y aurait pas de risque pour un proche aidant d'administrer éventuellement une substance létale. Et je voudrais finir en disant qu'effectivement, les malades de Charcot souhaitent pouvoir être entendus dans leur entièreté, je dirais, c'est-à-dire que leurs conditions soient vraiment prises en compte, qu'on ne fasse pas que parler d'eux parce que c'est l'exemple de la maladie cruelle par nature qui amène malheureusement à une mort assez rapide, mais surtout qu'on puisse considérer leur handicap très lourd, parce qu'il y a à peine 35% des patients atteints de Charcot qui peuvent accéder aux soins palliatifs actuellement, de par la lourdeur de leur handicap, et également pour la possibilité du choix qu'ils souhaitent faire, donc peut-être revoir aussi sur les directives anticipées. Et j'insisterai sur le dernier point dont j'avais parlé aussi, de la durée de la validité de leur choix, les fameux 90 jours. Voilà. Merci, Madame Pierre. Alors, je vais aussi procéder en sens inverse, donc je vais commencer par répondre aux commentaires de M. Falorni. Concernant le sujet de la distinction suicide assisté euthanasie, déjà faire valoir que l'incapacité physique n'est pas si évidente à juger que ça va causer aussi des difficultés vraiment d'évaluation très concrètes. À partir de quel moment un trouble de la déglutition est suffisamment important pour être considéré comme une incapacité physique d'avaler une substance létale. Et puis aussi rappeler qu'il faut laisser cette liberté aux professionnels de santé de pouvoir accompagner les personnes malades de la manière qui fait sens pour eux. N'oublions pas que nous, on a beaucoup écouté et lu les commentaires des professionnels de santé, ceux qui sont contre comme ceux qui sont pour. Et ceux qui sont contre, ils sont contre les deux modalités. Ceux qui sont pour, par contre, qui se disent prêts demain à accompagner, ils se disent prêts à faire les deux. Et rappeler aussi qu'on ne parle pas d'un acte de fin de vie isolé, mais d'un acte qui s'inscrit vraiment dans une relation de soins. Donc laisser vraiment cette liberté de décision et de choix des modalités entre la personne malade et le soignant qui l'accompagnera. Sur le sujet du lien avec la prévention du suicide, puisque mon voisin en a beaucoup parlé et que je comprends cette préoccupation, peut-être juste vous renvoyer au dernier rapport de l'Observatoire national du suicide qui est sorti en février 2025. C'est un observatoire sous l'égide de la DREES. Ils ont fait un gros focus, ils ont vraiment étudié, ils ont été saisis sur cette question. Et le résultat de leur rapport, c'est que dans les pays où il y a des législations sur l'aide à mourir, on n'a pas d'effet de déport des suicides vers les dispositifs d'aide à mourir. Le taux de suicide ne baisse pas. Donc en fait, c'est des catégories de populations différentes qui meurent selon deux modalités différentes. Et il conclut en disant qu'il n'y a pas d'antinomie et que même lorsqu'il y a une aide à mourir qui existe, je les cite parce que c'est quand même assez intéressant. Dans certains cas, la possibilité de recourir à l'aide à mourir permet un début de prise en charge du mal-être, ouvrant une perspective, certes contre-intuitive, de prévention du suicide. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant d'aller consulter ce focus. Sur le sujet de la procédure collégiale, je vais compléter peut-être les propos de Marie-Christine. Vous disiez, Madame Vidal, que la sédation profonde et continue jusqu'au décès était à la demande du patient. C'est en effet un droit du patient introduit en 2016. Et c'est d'ailleurs une petite exception française, parce que ce droit n'existe dans aucune autre législation. Mais c'est quand même aussi une modalité d'accompagnement qui existait déjà avant. Et donc la sédation profonde et continue peut être aussi sur décision médicale quand les médecins considèrent que le traitement de maintien en vie relève de l'obstination raisonnable et qu'il faut les arrêter, et que la personne malade n'est pas en capacité de donner son avis. Et donc, évidemment, une procédure collégiale est mise en place. Et je pense qu'il faut vraiment bien distinguer. C'est très complexe, cette histoire de procédure collégiale. On en a beaucoup parlé avec le réseau associatif. Il faut distinguer les situations dont parle Marie-Christine, où la personne n'a jamais été en capacité de donner son avis, des situations où, au contraire, ce sont des sédations profondes sur demande
demande de la personne malade, où elle est donc en capacité de demander. Et c'est pour ça qu'on a été, nous, un peu alertés par cet article 16, parce que la façon dont il est rédigé alourdit vraiment les modalités de la procédure, et que ça va être compliqué, parce que la sédation profonde et continue, c'est quand même dans une temporalité où le décès est attendu à quelques heures ou quelques jours. Si on doit obligatoirement réunir le médecin traitant, les spécialistes, toute l'équipe médicale, les professionnels du médico-social, la personne malade a le temps de décéder 15 fois avant que la procédure n'ait pu se tenir. Et en plus, on est quand même dans une situation où, dans beaucoup de régions, c'est compliqué d'avoir le spécialiste et le médecin de santé primaire et les soins palliatifs et le psychologue et le paramédical. Je vous invite un petit peu de concision parce qu'il y a d'autres questions qui doivent être posées. Donc voilà. J'ai terminé. Monsieur de Margerie. Je vais juste aborder un point pour insister sur un message que je tentais de vous passer tout à l'heure. Je pense qu'il serait intéressant, dans les mesures qui vont faire progresser une culture palliative dans la société tout entière, par exemple d'avoir des dispositions qui permettent aux associations de rembourser les frais kilométriques que leurs bénévoles font lorsqu'ils vont au domicile. C'est le deuxième poste de dépense pour une association, ce frais-là. Je pense que ça serait très important. Dans la même veine, l'idée qu'en matière de mécénat d'entreprise, devienne tout à fait possible le fait qu'une entreprise, dans le cadre de son mécénat, détache pour un temps d'une demi-journée par semaine ou par mois, par exemple, un de ses salariés pour qu'il aille être bénévole de l'accompagnement. Le fait de mettre ça dans ces dispositions, je pense, c'est nature à faire passer dans la société le fait qu'il y a là une réalité qui mérite qu'on y apporte du soin. Voilà. Ce sont des choses extrêmement simples. Voilà. Pour terminer, un jour où j'étais dans un débat public avec la ministre de l'époque, Agnès Firmin-Lebaudot, j'avais soumis cette idée de dire quand une loi sera passée ou deux lois, peu importe, il faudra entreprendre une centaine de conventions citoyennes, non pas pour débattre de comment faut-il prendre la question, mais pour faire avancer dans la population française, dans chacun de nos départements, voilà ce que veut dire les lois qu'on a votées, voilà ce que veulent dire ces lois et comment les appliquer. C'est-à-dire multiplier par 100 l'effort de la Convention citoyenne. Je pense que, quels que soient les termes des lois vers lesquelles nous allons aller, leur explication et leur instruction vers la population française méritent d'être beaucoup plus structurées que ce que je vois actuellement dans les projets. Merci. Donc, alors, Monsieur Lantier ou Monsieur Clarion? Si vous voulez, je serai très bref. En fait, je voudrais insister sur 4 points. Le premier, c'est de vous dire bravo parce que vous avez un exercice très acrobatique et depuis de nombreux mois, donc c'est des questions très compliquées auxquelles vous avez vraiment répondu. Je voudrais, en second point, vous dire que nous ne sommes pas des militants, nous sommes des témoins. Et effectivement, nos témoignages sont très difficiles à croire pour la plupart des personnes qui ne sont précisément pas des accompagnants comme nous. Et nous sommes militants, trop peu militants, et on n'arrive pas à faire savoir que, par expérience, on peut vous dire que très rare, et ça je pense que chez Jalmar, on vous fera la même remarque, très rares sont les patients qu'on accompagne qui réclament l'aide à mourir. C'est tout. Par contre, je note effectivement que 30%, beaucoup de malades n'ont pas accès aux soins palliatifs et que ceux-là, naturellement, sont d'une position très délicate. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur la maladie de Charcot, parce que moi, je suis très proche d'Olivier Goy, qui est un malade presque en phase terminale de la maladie de Charcot, et je suis un cousin de quelqu'un qui est décédé, qui s'appelle Jean d'Artigues, qui a fait beaucoup parler de lui sur sa foi aux soins palliatifs. La maladie de Charcot, ils ne veulent pas être l'étendard des gens qui militent pour l'aide à mourir. Ce sont des malades, comme beaucoup d'autres, effectivement, qui frappent l'imagination, mais il y a beaucoup d'autres malades avec des circonstances aussi dramatiques et des prévisions de fin de vie aussi graves qui sont concernés. Voilà, donc, et
en finale, je voulais vous dire que nous, notre seul souhait, c'est de pouvoir participer à tous les débats et les groupes de travail qui vont avoir lieu après les dispositions qui vont être prises par l'Assemblée nationale, et que notre expérience, à mon avis, peut vraiment enrichir tous ces groupes de travail qui vont être créés. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Nous avons 4 interventions. Laurent Panifous pour le groupe LIOT. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs, pour vos expressions. Alors, le rapporteur général est intervenu sur beaucoup des questions que je voulais vous poser. Les échanges ont permis d'y apporter des réponses, mais je vais donc être assez bref. Je souscris à ce que vous venez de dire. Beaucoup trop de personnes n'ont pas accès à des soins palliatifs dans le sens où ils sont exprimés dans la proposition de loi. Oui, probablement très peu de personnes demandent l'aide à mourir, mais ce très peu, c'est trop. Et probablement très peu de personnes, si demain ce droit devient effectif, iront au bout du dispositif. Pour autant, il me semble, et à vous écouter, le but aussi de ces auditions, c'est ça, c'est de se forger une conviction, même si pour moi elle est assez profonde, de la mettre à l'épreuve de chacune des auditions, et quelles que soient les personnes qui viennent exprimer quelque position que ce soit. Et à vous écouter, moi je veux échanger avec vous sur une chose, c'est que si on accepte le principe qu'il existe des souffrances qui sont insupportables, si on accepte le principe que la science, que la médecine ne peut pas répondre à toutes les situations, si on accepte le principe qu'une personne peut exprimer elle-même cette souffrance et que cette expression ne peut pas être remise en cause par quelque scientifique ou médecin que ce soit, c'est son expression, elle doit être respectée comme telle. Alors accepte-t-on le principe que cette personne puisse demander à mettre un terme à ses souffrances? Je réponds oui à toutes ces questions. C'est pourquoi je soutiens fermement la proposition de loi qui vise à créer ce nouveau droit d'aide à mourir. Alors oui, elle est équilibrée, oui, elle va pour certains peut-être pas assez loin, mais pour revenir sur ce que vous me disiez, madame, c'est mais qui peut dire à la place d'une personne que c'est le moment de partir? Ben, dans ce texte, il est justement écrit que c'est seulement la personne elle-même qui peut le dire. Alors certaines considéreront que ça ne va pas assez loin, mais il faut peut-être aussi entendre que le saut intellectuel est considérable entre le droit actuel et le droit que j'espère demain nous serons en capacité d'adopter ici à l'Assemblée nationale. C'est probablement même pour certains vertigineux, il faut respecter cela. Mais moi, à vous écouter, encore aujourd'hui, je coche oui à toutes les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, oui. Et si on dit oui à chacune d'entre elles, comment interdire à une personne ce droit de dire « je souffre, reconnaissez ma souffrance et je veux qu'il soit mis un terme », mais qu'elle l'exprime. Et donc personne d'autre, à part elle, ne le demande. Et voilà, c'est pas vraiment une question, pardon, mais la plupart des questions ont trouvé une réponse. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Je sais que j'ai senti les sensibilités, les différentes sensibilités. C'est bien la richesse de ces débats. Et voilà, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, ce que je voulais dire. Merci. Merci pour cette intervention. Monsieur Charnigon. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour tous vos propos et explications. Je voudrais simplement, et je pense que c'est vous, Monsieur de Margerie, qui avez évoqué le bénévole dans les associations et l'intervention à domicile. Comment vous voyez cette intervention à domicile, qui pour moi est tout à fait possible? Avec quel conventionnement? Est-ce que c'est avec le HAD? Est-ce que c'est avec les services, comment dire, de médicaux de proximité? Et puis un petit mot sur la formation, si vous pouvez me dire la formation des bénévoles, un petit peu comment ça se passe. Merci. Madame Liso. Merci. Bien d'abord, merci parce que vos témoignages sont d'une grande richesse pour moi, pour nous. Ça donne aussi du sens à tout le mandat de rencontrer des personnes comme vous qui peuvent nous transmettre leur quotidien, leur combat. Et merci pour ça. Moi également, je pense que ce texte ne méritait pas de scission parce que
la fin de vie est une globalité. Ceci étant posé, j'ai quelques questions autour des sujets, des soins palliatifs. Alors, bien évidemment, ils sont insuffisants en France. Bien évidemment, ils doivent être améliorés. Ça, je pense que tout le monde est d'accord sur ce constat. Mais ma question, c'est quand même, est-ce qu'ils répondent véritablement à toutes les demandes? Et une question un peu plus précise, il a été 2 fois évoqué que les soins palliatifs peuvent être refusés à des polyhandicaps ou lourds handicaps, et je voudrais savoir pourquoi, si c'est votre réalité. Et puis, peut-être aussi, pour répondre, monsieur, sur les 100 conventions citoyennes que vous appelez de vos voeux, je voudrais juste rappeler, et je suis ravie que la convention citoyenne ait eu lieu, mais ça a coûté 6 millions d'euros pour 189 participants, ça fait 32 000 euros par participant. Heureusement, la France et le gouvernement de l'époque a demandé cette convention citoyenne, et j'en suis fort aise parce qu'au moins on a eu une vue objective de ce que, parce qu'il représentait la population française, et au moins on peut se baser sur des chiffres, puisqu'on est arrivé à 75% des participants à cette convention citoyenne qui étaient favorables à une aide à mourir. Je vous remercie. Merci, Madame Liso. La parole est à René Pilato pour le groupe LFI. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. J'ai une question simple, une question complexe. La question simple, êtes-vous pour le droit opposable aux soins palliatifs? C'est l'article 4 du premier texte. Je rejoins ma collègue Liso en disant que 2 textes, c'est moins bien qu'un. Mais, Madame Tézenas, par votre questionnement, qui décide, vous donnez une force inouïe au 2e texte. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience ici. C'est-à-dire que quand la personne n'est pas en capacité de décider, on se pose la question de qui pourrait décider pour elle, alors que dans le 2e texte, et tu as rappelé les contraintes, on cadre tellement qu'il n'y a même pas de question à se poser en se disant est-ce qu'on dispose de notre corps nous-mêmes jusqu'au dernier souffle. Donc votre positionnement, moi, m'intéresse, et si on répond à votre question, il donne de la force, je répète, mais il répond à la question des directives anticipées opposables, il va résoudre des cas de figure qui, pour l'instant, ne sont pas envisagés, et je rejoins ce que dit Olivier Farlorny. Dans le cadre actuel, on veut que la personne soit effectivement pleinement consciente, et on n'a pas de réponse à votre question, mais elle soulève vraiment le cheminement qu'il nous faudra accomplir après les droits opposables aux soins palliatifs dans le premier texte et l'aide à mourir active dans le 2e texte. Elle ouvre, je dirais, un chemin pour la suite. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur Pilato. Et nous finissons par l'intervention de Karen Hérodi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous pour vos témoignages qui nous permettent d'avancer dans nos réflexions. La proposition de loi d'aide à mourir dit qu'il faut avoir tout son discernement. Moi, je voulais vous poser une question. Dans le cas de maladies neurodégénératives, comme celle de la maladie d'Alzheimer, parce qu'on parle beaucoup de Charcot, mais Alzheimer, on les met, moi, je trouve un peu de côté dans cette proposition de loi. Je suis désolée. Je voulais savoir, en fait, quel avis vous avez sur cette maladie, sur, du coup, les directives anticipées, puisque c'est une maladie qui dure très, très longtemps, où on a plus son discernement très rapidement et jusqu'à la fin. Il y a l'intensité des souffrances, le seuil ressenti, tout ça, ça ne peut pas s'apprécier dans cette maladie. Enfin, un extérieur ne peut plus l'apprécier, la personne non plus. Comment on peut du coup avoir accès au droit à mourir? Il y a les directives anticipées, la validité des directives anticipées qui ne sont pas valables là non plus, parce que si ça dure éternellement, ça ne rentre plus en compte. Donc comment on pourrait avoir accéder à ce droit à mourir dans cette situation tragique, puisqu'on devient
enfin, on est plutôt un fantôme en fin de vie dans ce cas de maladie qu'autre chose. Donc, comment on pourrait avoir accès au droit à mourir sans être laissé de côté et errer jusqu'à la fin? Merci beaucoup. Pour équilibrer l'ordre des paroles, je propose de commencer par Stéphanie Pierre et puis de refaire le tour. Voilà, j'essaye de donner, de répartir. Je vais commencer par répondre à votre dernière question, madame, sur la maladie d'Alzheimer. Alors, loin de moi l'idée de parler pour l'association France Alzheimer, parce que je pense que c'est plutôt à elle qu'il faudrait s'adresser pour une analyse fine. Mais en tout cas, ce que cette association nous dit, c'est que déjà, les personnes qui ont la maladie Alzheimer, même avancée, peuvent exprimer des choses. Alors, c'est peut-être pas un discernement plein et entier, parfois elles ne parlent plus, mais le corps, les expressions, le corps manifeste la souffrance, ou non d'ailleurs. C'est un sujet complexe parce qu'il y a aussi des cas d'Alzheimer heureux. Toutes les situations d'Alzheimer ne sont pas terribles. Parfois, la personne goûte encore des moments de vie, apprécie manger, apprécie les activités qu'on lui propose. Et donc, en fait, ces questions, on se les pose déjà aujourd'hui. Parce que les personnes ont le droit d'écrire des directives anticipées et quand elles développent une maladie d'Alzheimer, elles peuvent aussi avoir des complications, elles peuvent dépendre de traitements de maintien en vie et se pose à un moment la question de est-ce que on arrête ou non ces traitements de maintien en vie et parfois il y a des directives anticipées qui disent si jamais je développe cette maladie, il faut les arrêter et quand la personne ne manifeste pas de souffrance apparente, c'est un vrai questionnement éthique pour les familles et pour les soignants. Qui est-ce qu'on respecte, la personne d'avant ou la personne de maintenant? Donc voilà, juste pour souligner que cette complexité, en fait, elle n'apparaîtra pas demain avec une loi sur l'aide à mourir, elle existe déjà dans notre loi aujourd'hui. Et puis peut-être juste un mot sur la question des soins palliatifs insuffisant. Alors c'est vrai, le rapport de la Cour des comptes sur le sujet le pointe. Ceci dit, ce rapport nuance aussi son analyse en disant qu'en fait on manque de données, on a un modèle probabiliste et qu'il ne faut pas oublier que les soins palliatifs peuvent être, et il faudrait qu'ils le soient aussi, dispensés par d'autres professionnels de santé, de soins primaires et les spécialistes concernés. Et donc notre message, c'est vraiment de dire, pour éviter aussi les situations de fin de vie complexes, il faut renforcer certes les USP, mais il faut aussi renforcer l'amont et ces soins primaires et donner aussi les moyens à ces spécialistes de pouvoir accompagner jusqu'au bout les personnes dans leur pathologie. Merci Madame Goutine. Oui, je parlerai surtout des soins palliatifs, puisque c'est plutôt sur cette question que je sentais qu'on puisse être concerné à la RSLA et les malades de Charcot. Le droit opposable, évidemment, je pense que c'est plus qu'une nécessité. Et pour répondre à Madame, par rapport au fait que des gens ne puissent pas avoir accès aux soins palliatifs dans la pathologie de la SLA, c'est essentiellement le très lourd handicap, puisque arrivés au terme de leur vie, ils sont bien souvent tétraplégiques et avec une assistance respiratoire et une quantité de soins quotidiens énorme. Et donc effectivement, selon déjà le nombre de places de lits de soins palliatifs qui est forcément déficitaire, qui ne couvre pas forcément tout le territoire, même s'il y a des progrès, tout ça fait que la personne, peut-être, si elle y avait accès, ce serait bien mieux pour elle, parce que le quotidien à la maison est très compliqué. Mais voilà, ce handicap énorme et final, souvent soulève de grosses difficultés. Merci. Alors, Mesdames Tesna ou Rousseau, si vous voulez intervenir. Alors, pour les questions qui nous concernent, Monsieur Panifous, oui, vous répondez oui aux 4 questions. La seule question à laquelle je peux vraiment de ma place répondre oui ou non, c'est celle de la souffrance. Et c'est justement pour ça que nous demandons instamment la présence d'un proche. Parce que ce qui peut se passer, c'est que ce sont des personnes qui manifestent très peu. Mais le fait de ne pas manifester ne signifie rien. J'ai vu une maman dire de son fils, il s'agissait d'une intervention sur un truc particulièrement douloureux, simplement sur une torsion des lèvres, je peux vous dire qu'il souffre le martyre, ce que personne d'autre qu'elle n'aurait vu. Donc ça, c'est pour cette question. Pour les 3 autres, c'est autre chose.
Et du coup, je réponds dans la foulée à Monsieur Pilato. Après avoir fait les questions et les réponses, je vais vous dire que je ne peux pas répondre à la question que vous posez pour une raison extrêmement simple, c'est que enfin, la question est double. Si vous me demandez mon avis, il n'a aucun intérêt. Et au titre du collectif handicap que je représente ici, je ne vais pas prendre une position qui n'a pas été tranchée puisque nous ne parlons que des personnes dans cette situation de handicap qui empêche toute expression et expression anticipée. Donc je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est la réponse que vous espériez. Oui, bon. Monsieur Pilato, je vous invite à prendre le micro parce que ceux qui regardent ne vont pas vous entendre. En fait, ce que je voulais dire, c'est que si on décide, quelqu'un collégial, pas collégial, si quelqu'un arrive à décider sur la question que vous posez, ça ouvre le champ du droit opposable aux directives anticipées, même dans l'aide à mourir. C'est ça que je voulais dire. Ça ouvre vraiment un chemin. Parce que si on est capable de mettre une solution à votre question, elle s'appliquera forcément quand la personne a par exemple, fait une demande d'aide à mourir, qu'elle perd son discernement, elle pourra peut-être bénéficier de ce que vous avez mis en place, enfin de ce qu'on aurait mis en place pour répondre à votre question. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il me semble, je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne partage pas totalement votre avis, parce qu'il me semble que ça a déjà été, d'une certaine façon, je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu osé, mais ça a déjà été mis en place par la loi Claes-Leonetti, et notamment, justement, par la sédation profonde et continue, quand elle s'accompagne de cette abomination qui est l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation artificielle. Quand je dis cette horreur, je pense que c'est important que ce soit dit ici. Je ne parle pas de la personne qui est sédatée, encore que on n'est pas du tout sûr de ce qu'elle éprouve ou pas. Je parle des personnes qui accompagnent, des parents, des aidants, etc., dont on a très peu parlé ici, parce que je peux vous dire que c'est d'une barbarie extrême, et je pèse mes mots, d'attendre que quelqu'un, même s'il était déjà condamné, meurt de faim sous votre nez. Parce que c'est comme ça. Personne n'a jamais survécu à un arrêt de l'hydratation et de l'alimentation artificielle ou naturelle. Et donc, on est déjà dans quelque chose comme ça, enfin, dans quelque chose de cet ordre-là, où la décision est prise déjà collégialement. Ce n'est pas exactement du même ordre, mais pourtant, ça y ressemble beaucoup, et ça ouvrait déjà un chemin, me semble-t-il. Permettez-moi d'apporter quelques précisions, parce que je crois qu'on évoque là deux sujets qui sont un peu différents. Le texte de loi, la loi Claes-Leonetti, elle précise bien que la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, elle se fait à la demande du patient. C'est très clair. Dans le texte, c'est très clair. Donc, effectivement, il y a une collégialité autour de cette demande pour la mise en œuvre de cette sédation profonde et continue. J'étais encore hier soir avec des médecins qui pratiquent cela et qui m'ont confirmé que c'était bien comme cela que ça marchait. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est écrit dans le texte, c'est que dans le cas où la personne n'est pas en capacité de s'exprimer, l'idée, c'est, on n'est pas sur les directives anticipées et on n'est pas sur une décision à prendre de sédation profonde en continu ou de toute autre modalité d'accéder au terme de la vie. L'idée, c'est d'avoir une discussion pour essayer autant que faire se peut de comprendre le souhait de la personne, soit en mettant
des documents en FALC, soit en utilisant la communication alternative. Et je vous ai précisé que, effectivement, même en mettant tout cela en place, parfois on ne peut pas recueillir l'avis de la personne, et donc effectivement on ne répond pas à la question que vous avez posée. Et puis pour ce qui est de faire mourir les gens de faim et de soif avec la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, tous les porteurs de tous ceux qui travaillent en soins palliatifs et qui mettent en place cette sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès disent bien que quand cette sédation est mise en place et qu'on est sur une mort imminente, et donc après, mais c'est une technique finalement relativement complexe qui mérite des ajustements permanents, et que la personne qui souffre d'une pathologie importante et qui est au seuil de la mort n'a pas de besoin physiologique et n'a pas de sensation de faim et de soif. Donc on n'est pas sur la brutalité de faire mourir les personnes de faim et de soif. Non, oui. Je voulais repasser la parole à Monsieur Clarion de Beauval. Une demi-phrase, juste pour dire que la brutalité ne concernait pas le patient, mais son entourage. Parce qu'il n'y a peut-être pas de besoin, mais il y a un amaigrissement, il y a un changement. Merci. Alors, Monsieur Clarion, Monsieur Lantier, Moi, je veux bien répondre au moins pour les points qui nous concernent. Il y avait une question sur l'accompagnement bénévole à domicile. En effet, il est tout à fait possible et il est même en place, il existe depuis l'origine des soins palliatifs. Des bénévoles qui vont à domicile, fort heureusement, il y en a depuis 40 ans. En revanche, aujourd'hui, ça représente moins de 10% de notre activité bénévole au sens large. Et donc, effectivement, il y a matière à le déployer à la hauteur des besoins. Et donc, pour ça, Monsieur de Margerie a évoqué un certain nombre de freins. Effectivement, quand on se rend pour une visite à domicile, on va voir une personne et ses proches. Si on va 2 heures à l'hôpital, on peut voir pas mal de patients. Donc, logiquement, on accompagne moins de personnes à domicile qu'en institution. Et donc, il faut plus de bénévoles. Et sans déshabiller les institutions où on intervient déjà. Donc, on revient à cet enjeu de développement du bénévolat et de la formation, et au fait qu'à un moment donné, si je prends l'ensemble de nos 4500 ou 5000 bénévoles, je crois qu'au total, en France, on est à moins de 10 vrais salariés qui encadrent tout ce monde-là. Donc à un moment donné, il faut un petit effet levier, un petit effet cliquet, et nous, c'est ce qu'on demande. On ne demande pas on demande pas la manne de l'argent public. En revanche, on demande à ce qu'il y ait un vrai rôle d'aiguillon pour que demain, le développement en fait, de l'engagement citoyen auprès des personnes en fin de vie, ce soit une priorité. Et après, effectivement, on a les solutions pour, à l'échelle locale, aller mobiliser les solidarités de proximité. On a un excellent maillage territorial. Donc ça, c'est vraiment des atouts. Ensuite, en termes de conventionnement, effectivement, on a des conventionnements traditionnels. Je dirais, bien sûr, les HAD, c'est évident. Les anciens réseaux de soins palliatifs qui ont été intégrés dans les DAC, même si, bon, voilà, c'est pas toujours aussi facile qu'avec les anciens réseaux de soins palliatifs, mais dans l'ensemble, c'est un partenaire important. Mais aujourd'hui, on a plein d'autres partenaires, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait d'avoir la possibilité de juste formaliser un lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être contacté par des familles en direct, on peut être contacté par des médecins généralistes, on peut être contacté demain par des SIAD, etc. Et donc, le fait à un moment donné de pouvoir intervenir en étant en lien avec ces professionnels qui participent des soins palliatifs. Nous, on a la même vision que France Asso Santé. Bien sûr qu'il y a les experts, les spécialistes des soins palliatifs, les USP, mais fort heureusement, on fait aussi des soins palliatifs en EHPAD. Les médecins généralistes font aussi des soins palliatifs. Voilà, ils mériteraient d'être plus sensibilisés, plus formés, d'avoir accès à plus d'outils, de pouvoir mieux s'appuyer sur des équipes spécialistes, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler avec toutes ces CPTS, ces acteurs de terrain, pour essayer de développer au mieux l'accompagnement à domicile. Sur la formation des bénévoles, aujourd'hui, moi, ce que je trouve important, c'est que le texte consacre le fait qu'on reste sur cette exigence de formation avec des bénévoles, effectivement, qui sont
formés à l'accompagnement de la fin de vie, qui savent effectivement ce que sont les soins palliatifs. Donc, on a une dimension à la fois législative, on a une dimension éthique, on a une dimension sur effectivement à un moment donné les besoins des personnes qui sont en fin de vie. Et puis nos bénévoles, voilà, ils arrivent comme ça effectivement à ne pas être des éléphants dans un magasin de porcelaine, à avoir une vraie délicatesse, un vrai positionnement, une capacité à être neutre et effectivement à déposer leur personnalité quand ils rentrent dans la chambre pour faire attention effectivement à être d'abord dans l'écoute de la personne et à savoir nouer une communication et un lien avec elle. Donc voilà, ça c'est sur l'aspect formation, mais il faut y être attentif parce que tout développement du bénévolat suppose donc un développement de la formation. Et sur le droit opposable aux soins palliatifs, évidemment, on est pour. Enfin, je vois, c'est un article qui est tout à fait bien rédigé. On aurait aimé ne pas en arriver là. Voilà, comme pour toutes les questions de droit opposable, parce que généralement, effectivement, ça suppose qu'à un moment donné, il y a eu un souci d'effectivité de la loi, mais c'est quelque chose qui nous semble aller dans le bon sens, en effet. Donc voilà. Est-ce que je peux juste ajouter un petit mot concernant effectivement le domicile, l'accompagnement à domicile? Ce qui me semblerait utile de travailler, c'est également la formation auprès des médecins de ville et auprès des pharmaciens pour déployer un réseau un petit peu plus dense de gens qui connaissent les lois, qui connaissent le contexte des soins palliatifs et qui pourraient nous aider à identifier mieux des soins à domicile qui sont aujourd'hui, il faut reconnaître, assez difficiles à cerner. Voilà. Merci. Donc pour terminer, Monsieur de Margerie. Je vais être bref parce que je suis extrêmement en harmonie, en accord avec ce qui vient d'être dit, qui est bien sûr du côté des associations de bénévoles. Je voudrais ajouter sur la formation, comme l'a très bien dit Mathieu, quelque part, la formation, elle est sur les besoins des personnes accompagnées, elle est sur l'accompagnant lui-même et elle est sur le cadre dans lequel ceci se fait en France, notamment les conventions, les associations et notre éthique de ce point de vue-là de laïcité absolue. Il faut y ajouter une quatrième dimension qui est pendant ce temps de formation qui est sur quelques jours mais qui va se passer dans le temps. Il y a aussi un processus de façon à vérifier que la personne qui se propose de devenir bénévole, elle va être à sa juste place, juste positionnement. Je vous prends deux exemples pour montrer les écueils qui peuvent arriver. Quelqu'un qui a eu un décès extrêmement proche risque, si on va trop vite, de projeter des émotions à lui lorsqu'il sera dans la rencontre d'une personne. Et donc la formation prend du temps et il y a dedans des étapes pédagogiques avec des échanges avec les psychologues, avec les personnes de l'association pour éviter ce genre de raccourcis mauvais. Et à l'inverse, lorsque des bénévoles sont, ce qui est assez souvent le cas, des soignants à la retraite, il faut aussi travailler par un processus comme ça, le fait qu'il accepte de laisser sa casquette de soignant pour adopter cette casquette étonnamment inactive du bénévole qui n'a pas d'idée, pas de conseils, rien à dire, rien à proposer, de façon à éviter le fait qu'au contact d'une personne, il continue à être un peu, malgré lui, un soignant qui dit « je vois ce qui ferait du bien à cette personne vu sa pathologie ». Voilà, donc la formation, elle est de ce point de vue-là extrêmement intelligente et ce sont les associations qui garantissent le processus de, on va dire, de préparation des bénévoles. Voilà. Sur le domicile, j'aurais envie de faire un commentaire qui est que peut-être, en fait, l'accompagnement à domicile va demander d'inventer quelque chose d'aussi original qu'était l'accompagnement bénévole il y a 20 ans, 21, 22, 25 ans quand ça a été inventé. Parce qu'il y a une petite difficulté au domicile, et je rejoins Jacques de Beauval sur l'histoire du pharmacien, c'est que remonte, on va dire, de la société une demande qui est d'accompagnement à domicile et aussi de lutte contre la solitude. Et il y a parfois un appel vers les bénévoles à domicile en disant simplement « venez visiter ma vieille maman, elle est toute seule et elle s'embête ». Et en fait, c'est numériquement une énorme demande. Il y a beaucoup de gens isolés, seuls au domicile. Et donc, de ne pas se tromper sur quelle est la réponse qu'on peut apporter. Voilà. Parce que le pharmacien, et Jalmal vient de faire une expérimentation dont je pourrais parler avec Jacques de Beauval, on a travaillé avec des pharmaciens et des infirmières de quartier.
pour leur demander comment elles pouvaient mieux faire le lien entre ce qu'elles comprennent de l'accompagnement et ce qui serait des besoins que dans leur patientèle, dans le quartier, elles auraient entendu. Et en fait, ils confondent un peu les deux. Et d'une certaine façon, ils disent peut-être que les bénévoles peuvent répondre à un besoin de simplement lutter contre l'isolement des personnes. Voilà. Il faut clarifier ça. Et c'est une éducation. Je reviens à l'idée de culture palliative. En fait, c'est une éducation des pharmaciens, des infirmières, à des choses qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de faire aujourd'hui. Ils courent, ils n'ont pas beaucoup de temps pour réfléchir. Et donc, c'est un investissement qui, je pense, va avec le fait d'espérer avoir un meilleur accompagnement à domicile en quantité et en qualité. Merci beaucoup. Vous voyez, mesdames et messieurs, je pense qu'à l'Assemblée, il y a une volonté d'avoir une approche très équilibrée sur ces sujets, d'entendre. Et j'ai eu plaisir à présider cette commission et à écouter la modération, les apports qui ont été faits. Mes chers collègues, notre prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine, sans autre précision sur les dates à cette heure-ci. Voilà. Donc c'est avec cette imprécision-là que je vous souhaite une bonne soirée. Nous poursuivrons nos auditions en recevant des représentants de la Convention citoyenne puis des professions médicales. Je vous souhaite une très bonne soirée.